Je vais vous parler de deux monstres légendaires, dont l'un est réel. La plupart des histoires de monstres ont un point commun. Plus on les examine et les analyse, plus elles tendent à s'effondrer. Mais l'une d'entre elles, c'était tout le contraire. J'ai décidé de faire plusieurs passages au-dessus du trou où se trouvait le serpent afin de permettre aux hommes de le prendre en photo. Et je dirais que le serpent que j'ai vu là faisait près de 15 mètres de long. Dans la plupart des cas, le schéma des histoires de monstres est assez prévisible. Les photos floues s'avèrent être des canulars. Les contacts sonars s'avèrent être des poissons ou des débris. Les témoignages se révèlent être des erreurs d'identification. Avec le temps, le mystère ne s'approfondit généralement pas. Il s'estompe, dépouillé par de meilleurs outils et un examen plus approfondi. Mais de temps en temps, une affaire apparaît qui refuse de suivre ce schéma. Une affaire qui ne s'affaiblit pas. Dans cette vidéo, nous allons examiner deux des affaires de monstres les plus intrigantes du monde moderne. Le monstre du Loch Ness, une légende recherchée sans relâche depuis plus de 100 ans. Et une affaire peu connue du Congo, en 1959, où l'équipage d'un hélicoptère militaire a photographié quelque chose qui n'aurait pas dû être là. À première vue, ces deux affaires semblent assez similaires. Les deux impliquent des créatures monstrueuses présumées. Les deux comportent des témoins oculaires, et toutes deux sont accompagnées d'une sorte de preuve photographique. Mais lorsque vous comparez réellement les détails de chaque affaire, l'une d'elles s'effondre progressivement sous un examen plus approfondi. Et l'autre, elle refuse de disparaître. Deux monstres. L'un d'eux n'est très probablement pas réel. Mais l'autre, il se pourrait bien qu'il le soit. Et vous allez voir pourquoi. Section 1. Normes de preuve. Avant même de parler des monstres, nous devons parler de la façon dont les preuves fonctionnent réellement. Vous voyez, la plupart des arguments en faveur des cryptides ne manquent pas de passion. Il y a beaucoup de passion. Il suffit de jeter un œil à n'importe quel groupe Facebook d'enthousiastes des cryptides. Non, ils échouent parce que les gens traitent chaque type de preuve comme si elles avaient toutes la même valeur. Ce n'est pas le cas. Dans le monde réel, il existe une hiérarchie de fiabilité. Et une fois que vous la comprenez, vous commencez à voir certaines légendes très différemment. Au sommet de cette hiérarchie, il y a la preuve physique. Un corps, des os, des tissus. Quelque chose qui peut être expliqué, testé, mesuré et vérifié de manière indépendante. Si vous avez ça, le débat se termine très vite. En dessous, on trouve des données instrumentales reproductibles. Des échos sonars qui suivent de manière constante un grand organisme en mouvement. Des contacts radars qui présentent un comportement biologique. De l'ADN environnemental qui confirme à plusieurs reprises la présence d'une espèce inconnue bien précise. Ce genre de preuve ne dépend ni des croyances ni des sentiments. Soit elle se manifeste de manière concrète et mesurable, soit elle n'apparaît pas. Plus bas dans notre hiérarchie des preuves, on trouve des photographies ou des vidéos claires où l'échelle, la distance et le contexte peuvent être établis. Une image n'est une preuve solide que si l'on peut déterminer exactement ce qu'elle montre et estimer de manière fiable sa taille réelle. Et évidemment, de nos jours, il faut aussi pouvoir exclure l'intelligence artificielle. En dessous de cela, sur notre échelle, se trouvent plusieurs témoignages cohérents d'observateurs, en particulier de témoins entraînés dont la profession dépend d'une perception précise. Viennent ensuite les témoignages d'un seul témoin oculaire, souvent sincère, parfois spectaculaire, mais aussi vulnérable à une mauvaise interprétation. Et enfin, tout en bas de l'échelle, se trouve le folklore, des histoires culturellement puissantes qui peuvent préserver la mémoire et l'identité, mais qui ne peuvent pas confirmer à elles seules une réalité biologique. Maintenant, voici le schéma que vous commencez à remarquer. La plupart des légendes de monstres célèbres ne montent jamais très haut sur cette échelle. Elles restent souvent près du bas. Les histoires s'accumulent, des photos apparaissent, des échos sonars sont signalés. Mais lorsque de meilleurs outils arrivent, comme l'imagerie haute résolution, les balayages sonars coordonnés, l'échantillonnage génétique, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Les signaux deviennent explicables. L'ambiguïté diminue.
Et cette absence compte, parce que si un grand animal inconnu vit réellement dans un environnement confiné, des décennies de recherche sophistiquées devraient renforcer l'hypothèse, pas l'affaiblir. Mais il existe un autre type de cas, un type plus rare. Pas une légende construite au fil des générations, et pas un mystère dont la croyance se nourrit d'échecs répétés. Maintenant, ce genre de cas tourne autour d'un seul événement documenté. Un moment connu, un lieu connu, des témoins identifiés et une photographie liée à un contexte réel. Un cas qui résiste aux accusations de canular. Dans ce genre de situation, la question n'est pas « Pourquoi ne l'avons-nous pas encore trouvé ?» La question devient bien plus inconfortable. Que s'est-il exactement passé ce jour-là? Section 2. Pourquoi Nessie est-elle une icône mondiale? Le Loch Ness est presque parfaitement conçu pour créer une histoire de monstre. C'est un lac long et étroit, et il est aussi extraordinairement profond, atteignant plus de 230 mètres par endroit. L'eau est aussi sombre, avec de la tourbe en suspension qui flotte dedans, si bien que sous l'eau, on ne peut pas voir à plus de 1 ou 2 mètres. Depuis la rive, c'est le genre de lac qui perturbe ta perception de la profondeur. Le vent est assez particulier là-bas, et il crée des motifs de vagues qui peuvent ressembler à des bosses en mouvement. Les reflets s'étirent et se déforment à la surface, formant des silhouettes. Dans un environnement comme celui-ci, ton cerveau est obligé d'interpréter des informations visuelles incomplètes. Et quand le cerveau n'a pas assez d'éléments clairs, il y projette des formes. Nous appelons cela la pareidolie. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas dire que chaque observation de Nessie se résume à des vagues, des reflets et une mauvaise vue. Je te le promets. La géographie et l'eau trouble à elles seules ne créent pas des légendes mondiales. Pour être honnête, j'ai toujours voulu que le monstre du Loch Ness soit réel. Depuis que je suis enfant, il y a quelque chose dans l'idée d'une énorme créature vivant sous la surface d'un lac sombre qui m'a toujours absolument fasciné. Je sais que c'est étrange d'aimer ça au lieu d'en avoir peur ou d'y être indifférent, mais c'est ce que je ressens. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je me souviens d'avoir nagé dans un petit lac près de chez moi quand j'étais jeune et d'avoir délibérément laissé mon imagination s'emballer. J'imaginais quelque chose d'énorme surgir silencieusement de l'eau noire sous moi. Et au lieu de paniquer, j'appréciais en fait ce sentiment, ce mélange de peur et d'émerveillement. Donc je comprends parfaitement pourquoi les gens veulent que Nessie existe. Ce n'est pas seulement une question de science, c'est une question de mystère. C'est cette possibilité que quelque chose d'ancien puisse encore exister, caché juste au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de nos murs sûrs et conventionnels. Mais une fois que vous commencez à examiner l'histoire réelle des preuves, vous remarquez quelque chose. Elle ne devient pas plus solide avec le temps comme on pourrait s'y attendre. Elle stagne en quelque sorte. Pourquoi toutes les preuves sont-elles floues, mal mises au point, granuleuses ou trop éloignées pour qu'on puisse les identifier? Il a continué en disant, la beauté de ces lacs. L'histoire moderne du monstre du Loch Ness commence vraiment en 1933, juste après l'ouverture d'une nouvelle route le long du Loch, qui a soudainement offert aux gens une vue dégagée sur l'eau pour la première fois. Et presque immédiatement, les témoignages ont commencé à affluer. Les gens ont rapporté avoir vu de grandes formes se déplacer à la surface, des bosses apparaître et disparaître, de longues silhouettes sombres glisser dans l'eau. Peu de temps après tout cela, les premières photographies sont apparues. Les toutes premières étaient floues et vagues, ce qui, honnêtement, n'est pas surprenant quand on essaie de capturer quelque chose au loin sur une eau sombre. Mais ensuite, en 1934 est apparue l'image qui a essentiellement défini toute la légende. La fameuse photo du chirurgien. Elle montrait ce qui ressemblait à un long cou et une petite tête sortant de l'eau. L'image a été attribuée à un médecin londonien respecté, le colonel Robert Kenneth Wilson, d'où le nom de photo du chirurgien. Ce n'était pas un personnage marginal, c'était un médecin connu et respecté, et sa réputation a donné à la photo une crédibilité immédiate. Pendant des décennies, cela a été considéré comme la preuve irréfutable du mystère du Loch Ness, et c'est important. Parce que lorsqu'une affaire repose sur une seule image comme celle-ci, cela façonne la manière dont les gens imaginent la créature. Cela leur dit ce qu'ils sont censés chercher. Mais 60 ans plus tard, l'histoire s'est effondrée. En 1994, l'un des hommes impliqués, Christian Sperling, a avoué avant sa mort que la photo avait été mise en scène.
Toute l'arnaque avait été orchestrée par un homme nommé Marmaduke Wetherell, un chasseur de gros gibier, qui avait auparavant été humilié par un journal après avoir présenté de fausses empreintes de Nessie. Pour se venger, ils ont monté une petite maquette de tête et de cou sur un sous-marin jouet. Vous avez probablement entendu cette histoire. Ils l'ont photographiée depuis la rive. Et l'image soigneusement recadrée supprimait toute notion d'échelle. Wilson lui-même n'a pas construit la maquette, mais il a sciemment permis que son nom soit associé à la photo pour la rendre crédible. Il n'a jamais avoué publiquement, mais les témoignages ultérieurs d'autres personnes ont clairement montré qu'il était complice. Normalement, quand la preuve la plus solide s'effondre de cette façon, la légende devrait s'effondrer avec elle. Mais Nessie n'a pas disparu. Au lieu de cela, l'histoire s'est simplement adaptée. En 1960, un homme nommé Tim Dinsdale a filmé ce qui ressemblait à un grand objet se déplaçant à la surface du loch. Un temps, ces images sont devenues le centre de l'affaire. Certains pensaient qu'elles montraient quelque chose de vivant. Franchement, en les regardant, je comprends pourquoi. Mais des analyses ultérieures ont suggéré qu'il s'agissait très probablement du sillage d'un bateau. Et encore une fois, on retrouve le même schéma. Quelque chose apparaît qui semble excitant et convaincant au début, puis, une fois examiné de plus près, cela ne tient jamais vraiment la route. Au début des années 1960, les choses ont commencé à devenir plus sérieuses. C'est alors que la recherche organisée a réellement débuté. Le bureau d'investigation sur le phénomène du Loch Ness a été créé, et ils ont mis en place des observations à long terme, en utilisant des caméras, des télescopes et, finalement, du matériel sonar. Et c'est là que l'affaire passe du récit à quelque chose de testable, quelque chose qui peut mener à des conclusions raisonnables. Quand le sonar entre en jeu, on ne se contente plus de ce que les gens pensent voir à la surface, ou d'une histoire que leur cousin, leur oncle, leur frère ou leur ami leur a racontée, et qu'ils vous répètent. Maintenant, vous cherchez des signaux physiques mesurables sous l'eau. Dans les années 1970, un groupe dirigé par Robert Rines a mené certaines des recherches les plus ambitieuses jamais tentées. Ils ont utilisé le sonar pour détecter des cibles, puis ont essayé de les photographier sous l'eau avec des lumières et des caméras. Ils ont effectivement capturé quelques images aussi, dont l'une montrait quelque chose que certaines personnes ont interprété comme une nageoire. Pendant un certain temps, cela a semblé énorme, mais ces images étaient floues, fortement retouchées, et elles n'ont jamais été reproduites dans des conditions contrôlées. Les critiques ont soutenu qu'il pouvait tout aussi bien s'agir de rochers, de débris, d'algues ou de tourbes. Allez savoir quoi, voire des artefacts photographiques. Et une fois de plus, les preuves n'ont jamais vraiment franchi cette dernière étape dans la hiérarchie des preuves pour atteindre la clarté. Elles sont restées suffisamment ambiguës pour que les gens puissent en débattre, mais jamais assez claires pour trancher la question. Et c'est vraiment, en résumé, l'histoire de la chronologie des preuves du monstre du Loch Ness. À intervalles de quelques années, quelque chose apparaît qui semble prometteur. Une observation, une photographie, un contact sonar, une séquence vidéo. Et puis, lorsqu'on l'examine, cela ne s'effondre pas forcément instantanément, mais cela ne devient jamais concluant non plus. Il y a des doutes sérieux et raisonnables qui pèsent dessus. Ça s'arrête simplement, juste à la limite de la certitude. Section 3. Les grandes recherches scientifiques. C'est ici que l'histoire de Nessie devient vraiment intéressante et sérieuse. À un moment donné, on ne peut plus juste dire que quelqu'un a vu quelque chose. Finalement, il faut se demander, s'il y a un grand animal vivant dans un lac d'eau douce fermée, ne devrait-on pas être capable de le détecter ? Le Loch Ness n'est pas l'océan. Il est grand, oui, il est profond, il est sombre, mais cela reste un écosystème fermé. Si une créature de la taille que les gens décrivent vit réellement là, et pas seulement une, mais au moins deux, une population reproductrice, eh bien, c'est une présence biologique. C'est de la biomasse. C'est du mouvement. C'est traçable. Alors, en 1987, des personnes désireuses de découvrir enfin la vérité sur la légende du Loch Ness ont fait quelque chose d'assez ambitieux. L'opération Deep Scan. 24 bateaux s'étendaient sur toute la largeur du loch, avançant tous ensemble, en traînant du matériel sonar. L'idée était simple. Créer un mur mobile de détection dans l'eau. Si quelque chose de gros se trouvait là-dessous, cela devait forcément apparaître. Aussi simple que ça. Il n'y avait aucun endroit où cela aurait pu s'échapper. Et l'équipe a bien obtenu des contacts sonars.
Certains étaient grands, d'autres profonds. Mais voilà le problème. Aucun n'a été confirmé comme étant un animal, rien n'a été suivi de façon répétée. Rien n'était clair dans sa forme, sa nature ou ses mouvements. Rien n'a été capturé. Il y avait ces moments où l'on se disait c'est intéressant », puis plus rien. Et cela devient le schéma avec cette affaire. Avançons jusqu'en 2003, des gens ont réessayé. Cette fois, c'était la BBC. La BBC a financé ce vaste balayage utilisant des centaines de faisceaux sonars et un positionnement par satellite pour garantir une couverture précise. Ce n'est pas du matériel d'amateur dont on parle, c'est de la technologie sérieuse. Et encore une fois, rien de définitif. Aucun grand animal inconnu trouvé. Certains disent qu'il n'était peut-être pas au bon endroit au bon moment. Et bien sûr, c'est possible une fois, peut-être même deux. Mais là, on empile des décennies de recherches les unes sur les autres. À un moment donné, la probabilité commence à pencher de l'autre côté. Et puis en 2023, il y a seulement 3 ans au moment de cette vidéo, on a eu ce qu'on a appelé la plus grande chasse à Nessie depuis des décennies. Des drones équipés d'imagerie thermique, des caméras infrarouges, des hydrophones à l'écoute de son sous-marin inhabituel. Technologie moderne. Une attention mondiale. Et encore une fois, des anomalies intéressantes sont apparues. Bien sûr, des sons, des échos, des choses à examiner de plus près, mais aucune confirmation biologique claire et répétable. Et c'est là que, personnellement, j'ai commencé à sentir un changement dans ma propre façon de penser. Nous sommes au Loch Ness pour chercher la vérité dans cette fosse. Et il se trouve justement que nous avons en fait découvert quelque chose d'autre. Il mesurait environ 10 mètres de long, il avait un long cou, et il ressemblait terriblement à un monstre du Loch Ness. Et en fait, c'était un monstre du Loch Ness. C'était le modèle du monstre du Loch Ness. 4 tonnes de cette créature ont été construites pour le film La vie privée de Sherlock Holmes en 1969. Quand on l'envisage sur le plan émotionnel, Nessie semble vivante. Je veux que Nessie soit vivante, comme je l'ai dit. La légende paraît forte d'une certaine manière. Le tourisme est immense, l'empreinte culturelle est énorme. Mais si l'on réduit la question à « est-ce que la technologie moderne a déjà clairement confirmé la présence d'un grand animal inconnu dans ce loch ?» La réponse honnête est non. Et cela ne vient pas d'un point de vue cynique. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que je suis très ouvert d'esprit. Et franchement, j'aimerais qu'il y ait plus d'êtres mystérieux dans le monde. Et je pense que dans certains cas, les preuves vont dans le sens de leur présence. Mais le schéma avec Nessie ne montre tout simplement pas cela. Les recherches s'améliorent, les outils deviennent plus performants, mais le mystère, lui, ne progresse pas. Mais à ce stade, je n'étais pas encore prêt à refermer complètement la porte sur Nessie. Pas totalement. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, alors j'ai examiné un dernier élément important. Section 4, le tournant de l'ADN environnemental. C'est là que j'en suis arrivé à ce que je pense être le véritable tournant. Pas le sonar ou les caméras, l'ADN. En 2018 et 2019, des scientifiques ont mené une étude sur l'ADN environnemental du Loch Ness. Ils ont prélevé de l'eau partout dans le loch et aussi à différentes profondeurs. L'idée derrière l'ADN environnemental est simple, mais elle est puissante. Chaque être vivant libère du matériel génétique dans son environnement. Cellules de peau, déchets, traces microscopiques. Si une espèce vit quelque part en nombre significatif, ou s'il s'agit simplement d'une espèce suffisamment grande, même en faible nombre, son ADN devrait apparaître dans l'eau. Et ils ont trouvé beaucoup d'ADN. Des milliers d'espèces en fait. Poissons, oiseaux, mammifères, microbes. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve d'un grand reptile inconnu ou d'une grande créature aquatique inconnue, de quelque sorte que ce soit. Ils n'ont pas non plus trouvé de preuve de la présence d'esturgeons, une hypothèse avancée par certains pour expliquer toutes les observations au fil des années. Les esturgeons ont effectivement ces plaques osseuses sur le dos, ce qui leur donne une apparence un peu bossue, et certaines espèces d'esturgeons peuvent dépasser les 6 mètres de long. Mais encore une fois, ils n'ont pas trouvé d'ADN d'esturgeon, et ils n'ont certainement pas trouvé de traces génétiques indiquant l'existence d'une espèce animale massive et inconnue. Ce qu'ils ont trouvé, c'est beaucoup d'ADN d'anguilles. Cela ne permet ni de confirmer, ni d'infirmer la présence d'anguilles géantes dans le loch. L'ADN environnemental ne permet pas d'estimer la taille d'un animal en particulier,
du moins pas avec une réelle précision. Mais cette étude a confirmé qu'il y a des anguilles dans le Loch Ness, peut-être même de grandes. Et cela, pour moi, vous donne une explication biologique très normale pour au moins certaines des observations. Peut-être même toutes. Et honnêtement, les gars, aussi décevant que ce soit de l'admettre, c'est là que l'affaire Nessie commence vraiment à perdre de sa force pour moi. Parce que le sonar peut rater des choses. Même en étant minutieux, il reste difficile d'imaginer qu'il rate quelque chose avec 24 bateaux, mais c'est théoriquement possible. Les caméras peuvent aussi rater des choses, et les photos qu'elles prennent peuvent être mal interprétées. Les gens peuvent rater des choses. Mais encore une fois, et je suis désolé de me répéter, mais s'il y a une population reproductrice d'animaux inconnus dans ce lac, ils devraient laisser des traces génétiques. Et quand on combine ce fait avec près d'un siècle de recherches de plus en plus sophistiquées, on commence à voir un schéma se dessiner. C'est décevant pour les amateurs de cryptides, mais difficile à ignorer si l'on veut rester logique et rationnel à ce sujet. Ce n'est pas que rien n'apparaisse jamais dans le Loch Ness. Et c'est pourquoi, même si je voulais vraiment que Nessie soit réelle quand j'étais enfant, en imaginant quelque chose nager sous moi dans le lac près de chez moi, en tant qu'adulte, en regardant l'ensemble des preuves, ce n'est tout simplement pas assez convaincant. Eh bien, je me suis dit que tu aimerais voir ça. Voici le célèbre Loch Ness. Donc, je suis dans le nord de l'Écosse, alors je jette un œil pour voir le monstre ici. Je n'ai encore rien vu. Oui, mais on vient d'arriver, donc il nous reste du temps. Apparemment, il y a aussi des légendes sur le Bigfoot ici, c'est ce que notre chauffeur nous racontait. Mais cela étant dit, que se passe-t-il quand on examine une affaire qui ne suit pas du tout ce schéma? Section 5. Le serpent du Congo, un cas très différent. D'accord? Donc à ce stade, après près d'un siècle de recherche, de relevés, de photographies et d'échantillonnage de l'eau, le monstre du Loch Ness se retrouve dans une position bien précise. Il n'est pas prouvé que ce soit impossible, mais ce n'est pas non plus appuyé par des preuves biologiques solides. À mon avis, c'est une légende qui survit principalement grâce à l'ambiguïté et à l'émotion. Et sur des choses qui semblent intéressantes au premier abord, mais qui ne tiennent jamais vraiment la route quand on y regarde de plus près. Mais de temps en temps, comme je l'ai dit, on tombe sur un cas très différent. L'histoire du serpent du Congo, ce n'est pas un siècle de signaux confus et ambigus. C'est un jour, une rencontre, une photographie et un groupe de témoins qui rendent l'affaire bien plus difficile à écarter qu'on pourrait le croire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'affaire du serpent géant du Congo n'a rien à voir avec celle du Loch Ness. Il n'y a pas tout un long héritage de folklore qui l'alimente. Aucune industrie touristique n'est bâtie autour de cela. Il n'y a pas de flux constant de nouvelles observations pour maintenir l'histoire en vie. Elle existe essentiellement à cause de quelque chose qui s'est produit un jour en 1959. Et ce qui la rend si étrange se résume vraiment à ceci. Elle ne vient pas d'un villageois au hasard ou de quelqu'un racontant une histoire des années plus tard. Elle vient d'un équipage d'hélicoptères militaires, des observateurs expérimentés qui volaient en plein jour. Et ils ne cherchaient pas du tout un monstre. Ils rentraient simplement à la base. Et puis, ils ont vu quelque chose au sol qui n'avait aucun sens. Quelque chose qu'ils ont estimé à 15 mètres de long, soit plus de 2 fois la taille des plus grands serpents reconnus par la science. Au début, ils ont pensé que c'était un arbre tombé. Puis, ils se sont rendus compte que ça bougeait. Et c'est là que tout a changé. J'ai décidé de faire plusieurs passages au-dessus du trou où se trouvait le serpent afin de permettre aux hommes de le prendre en photo. Et j'ai certainement fait entre 4 et 6 passages juste au-dessus du trou où se trouvait le serpent. Et je dirais que le serpent que j'ai vu là faisait près de 15 mètres. Près de 15 mètres, je ne sais pas si on dit 15 mètres ou 15 mètres, mais c'était vraiment proche, c'est certain. Et il bougeait à l'intérieur du trou. Et il avait l'air très vert foncé. D'un brun vert foncé avec le ventre blanc. Contrairement à Nessie, où les preuves les plus solides disparaissent dès qu'on les examine, ce cas commence par quelque chose de très concret. Une photographie. De plus, il n'a pas été prouvé que cette photo était un canular. Une photographie prise depuis les airs à une altitude connue par un appareil photo-identifié lié à des personnes précises dont les noms et les carrières peuvent être vérifiés. Maintenant, cela ne prouve rien automatiquement, bien sûr.
ce n'est qu'une vieille photo. Une photo seule ne peut pas vous dire exactement ce que vous regardez. Mais cela change le type de question que vous posez. Avec le Loch Ness, la question est pourquoi n'avons-nous jamais pu détecter clairement un grand animal inconnu après un siècle de recherche? Dans ce cas, la question est bien plus simple et bien plus gênante. Qu'est-ce que ces hommes ont exactement photographié ce jour-là? Parce qu'il y avait bien quelque chose. Et quoi que ce soit, c'était assez grand pour être vu clairement depuis les airs. Voici donc ce que nous savons réellement sur l'événement lui-même. Cela s'est produit en août 1959 dans ce qui était alors le Congo belge. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Dans une région de savane légèrement boisée, non loin d'une ville appelée Kamina. Ce n'était pas une jungle dense comme on l'imagine habituellement lorsqu'on pense à l'Afrique centrale. C'était un terrain plus ouvert, avec des zones de broussailles ici et là, des arbres dispersés et de longues étendues où l'on pouvait voir le sol clairement depuis les airs. Ce détail est important parce que cela signifie que ce qu'ils ont vu n'était pas caché dans une végétation dense. C'était à découvert, clairement visible. L'hélicoptère impliqué appartenait à l'armée belge. À bord se trouvaient 4 hommes, dont le pilote, le colonel Remy Van Lierden, c'était un aviateur très expérimenté, pas simplement un observateur occasionnel. Ces hommes étaient des professionnels, habitués à identifier rapidement et précisément des objets au sol. À ce moment-là, je volais déjà depuis 25 ans, donc j'avais déjà une très grande expérience pour évaluer ce qu'on voyait au sol. C'était simplement leur travail d'aviateur militaire. Ils ne cherchaient rien d'inhabituel ce jour-là. C'est important que vous le compreniez. Ils effectuaient un vol de transport et d'inspection militaire de routine dans la région de Kamino, le genre de travail opérationnel quotidien pour lequel les hélicoptères étaient utilisés à la fin de la période coloniale au Congo à l'époque. Kamina était une grande base aérienne belge à cette époque, et des vols comme celui-ci étaient courants. Déplacer du personnel, surveiller le terrain, vérifier les infrastructures et se déplacer entre les installations. En d'autres termes, ce n'était pas une expédition dans la nature sauvage. C'était simplement un vol de retour militaire normal. Ces gars rentraient simplement à la base, lorsque, en survolant une étendue de savane légèrement boisée, l'un d'eux remarqua quelque chose qui n'avait pas l'air normal au sol. Au début, comme je l'ai dit, il pensait que c'était un arbre tombé, juste une forme longue et sombre allongée sur le sol au soleil. Mais en s'approchant, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout un arbre, parce que ça bougeait. D'après les témoignages donnés plus tard par les hommes, l'objet a commencé à changer de position, et ils ont pu le voir assez clairement pour reconnaître qu'il avait la forme d'un serpent énorme. Pas seulement un grand serpent, mais quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'ils connaissaient. Alors, ils ont tourné autour avec l'hélicoptère. Et c'est là que la situation passe d'une simple observation à quelque chose de bien plus inhabituel. Parce qu'au lieu de s'éloigner en rampant, la créature géante aurait réagi à l'hélicoptère. Lorsqu'ils ont effectué ce second passage à une altitude plus basse, cette fois, pour essayer d'avoir une meilleure vue, le serpent a soulevé la partie avant de son corps du sol, dressant ce qui a été décrit comme une section épaisse et verticale, presque comme un cobra prêt à attaquer. Dans les propres mots du capitaine Van Lierde, le serpent, je cite, a dressé son corps musculeux à près de 3 mètres de haut. Et c'est ce moment-là qui les a le plus marqués. Ils observaient quelque chose qui semblait conscient de leur présence et réagissait de manière agressive. Quand je suis descendu sur ce serpent dans son trou, le serpent s'est redressé d'environ, je dirais, 3 mètres. Et je pouvais très clairement, de près, voir la tête qu'on pouvait grossièrement comparer à celle d'un très grand cheval avec des mâchoires très très grandes en forme de triangle. Et il se tenait debout comme ça devant moi, et je sens, et je suis convaincu que si j'avais été à sa portée, il m'aurait attaqué, il m'aurait frappé. Et pourtant, je verrais certainement, at least, au moins dans la vallée, 2 pieds de large et 3 pieds de long. Il aurait pu dévorer un homme. À ce moment-là, l'un des hommes à bord, un ingénieur nommé Kind, a saisi un appareil photo et a pris une photographie lors de l'un de ces passages à basse altitude où ils essayaient d'obtenir une meilleure vue de cette chose. Et cette photographie est la seule raison pour laquelle cette affaire existe encore aujourd'hui et continue d'être évoquée. Parce que sans elle, ce ne serait probablement qu'une autre anecdote obscure provenant d'une région isolée.
quelque chose que les gens rejetteraient, comme une erreur d'identification, une exagération ou un pur mensonge. Mais la photo signifie que nous n'avons plus affaire à une simple histoire. Nous avons affaire à une image tangible liée à un événement précis, auquel plusieurs personnes ont assisté. Et cela s'est aussi produit à un moment et un endroit connus. Donc, à partir de ce moment-là, la question n'est plus simplement « ont-ils vu quelque chose d'étrange ?» Elle devient « qu'est-ce qui a exactement été capturé sur cette photographie ?» Découvrons-le. Section 6, la photographie. Pourquoi c'est le point central de l'affaire? Maintenant, il est important d'être clair sur un point tout de suite. Ce n'est certainement pas une photographie parfaite qui règle complètement la question de ce que ces gars-là ont vu ce jour-là. Ce n'est pas parfaitement clair. Vous n'êtes pas en train de regarder une photo animalière de National Geographic où l'on peut voir les écailles et tous les détails fins. Ce que vous voyez à la place, c'est une forme longue, sombre et courbée sur le sol avec une partie qui semble relevée vers le haut. Et comme la photo a été prise depuis un hélicoptère en mouvement, elle présente exactement le genre de flou léger auquel on s'attendrait d'une photo aérienne, prise rapidement lors d'un passage à basse altitude. Mais cela a en fait une importance subtile, car cela signifie que la photographie correspond aux circonstances dans lesquelles elle est censée avoir été prise. Elle ne semble pas mise en scène. Elle ne ressemble pas à quelque chose soigneusement installé au sol et photographié depuis une position fixe. Et ce n'est pas seulement mon avis. De nombreuses analyses du négatif original ont été réalisées par différentes personnes, y compris le zoologiste Dr Bernard Juvelmans. Ils ont tous conclu que la photo ne montrait aucun signe de falsification ou de retouche, et qu'elle avait probablement été prise dans les circonstances exactes décrites par l'équipage de l'hélicoptère. Elle ressemble exactement à ce qu'elle prétend être. Un cliché aérien pris rapidement au milieu d'une rencontre inattendue lors d'un survol du Congo. Selon la documentation qui est apparue plus tard grâce aux recherches du Dr Bernard Juvelman, Kind, l'ingénieur à bord, a effectivement pris la photo à l'aide d'un appareil photo standard transporté dans l'hélicoptère. L'altitude au moment de la photographie est généralement estimée entre environ 35 et 50 mètres, au-dessus du sol lors de l'un de ces passages à basse altitude. Ce détail est important, car il vous donne une indication sur l'échelle. À cette hauteur, quelque chose de petit ou même de taille moyenne n'apparaîtrait pas de la même manière que cet objet ou cette créature. Même un grand python d'environ 6 mètres de long n'apparaîtrait pas aussi gros vu d'aussi haut. Pour être clairement visible et distinct du terrain environnant, il faudrait qu'il soit absolument gigantesque. Quelque chose comme 15 mètres, soit environ 50 pieds, comme l'a estimé l'équipage. Cela ne signifie pas pour autant que les estimations de taille initiale sont correctes. Comme je l'ai dit plus tôt, 50 pieds, c'est extrêmement grand pour un serpent, bien au-delà de la taille de n'importe quel serpent africain connu, ou de serpent de n'importe quelle autre région du monde d'ailleurs. Et nous devons reconnaître le fait qu'il est possible que ces estimations aient été influencées par le choc du moment. Mais même si l'on suppose une certaine exagération dans la perception de la taille, ce qui est très courant dans les témoignages oculaires concernant des créatures potentiellement inconnues, on se retrouve tout de même avec quelque chose qui devrait être exceptionnellement grand pour apparaître de cette façon à une telle altitude. Plus grand que tout serpent connu de la science, comme je l'ai dit. Et n'oublions pas que cet équipage d'aviateurs n'était pas composé d'observateurs ordinaires. Évaluer rapidement et précisément l'altitude était vital dans leur fonction au sein de l'armée. C'est ce pourquoi ils étaient formés, ce sur quoi ils étaient évalués pour gagner leur place dans l'armée belge. Et c'est là que l'affaire diffère considérablement d'un cas comme celui des photographies du Loch Ness. La plupart des photos du monstre du Loch Ness ont été prises depuis la rive à de longues distances, souvent avec de mauvais points de référence pour l'échelle. Cela permet facilement à des vagues, des troncs flottants, des objets lointains, ou même une anguille de paraître plus grand qu'ils ne le sont réellement. Mais dans ce cas, les observateurs n'étaient pas seulement hautement qualifiés, ils étaient aussi directement au-dessus de l'objet, avec une vue dégagée sur le terrain et la végétation environnante. Ils avaient un contexte visuel immédiat pour juger de sa longueur, de sa forme et de sa taille. À ce moment-là, je pilotais déjà depuis 25 ans, donc j'ai une très bonne expérience pour évaluer les distances. Cela ne les rend pas infaillibles, bien sûr, mais cela signifie qu'ils étaient dans une bien meilleure position pour estimer la taille
quelqu'un qui regarde de l'autre côté d'un lac sombre à plusieurs centaines de mètres. Un autre facteur qui empêche cette affaire de tomber dans l'oubli, c'est la chaîne de documentation. La photographie n'a pas simplement circulé comme une image anonyme sans contexte. Elle a été associée à des noms précis, au pilote et aux membres de l'équipage, à l'endroit et à la date approximative. Et plus tard, des chercheurs comme le Dr Juvelmans ont retrouvé l'histoire, interrogé les hommes impliqués et examiné le négatif photographique original. Maintenant, cela ne prouve pas, au-delà de tout doute, que la photographie montre une espèce inconnue. Mais cela signifie que nous n'avons pas affaire à un mystère né sur Internet, ou à une photo sans origine connue, ou à un canular apparu sans contexte. Nous avons affaire à un événement documenté lié à des témoins identifiables. Qu'est-ce qui pourrait, de façon réaliste, expliquer qu'un groupe d'observateurs expérimentés voit et photographie quelque chose qu'ils l'ont tous reconnu comme ressemblant à un serpent colossal? C'est là que l'affaire commence à dépasser les simples revers de main et le rejet pur et simple. Le verdict. Alors, revenons là où nous avons commencé. Pas avec des monstres, mais avec des preuves. Parce que c'est vraiment à cela que se résume toute cette conversation. Souvenez-vous de cette hiérarchie. Tout en haut, il y a la preuve physique. Des corps, des os, quelque chose que l'on peut tenir, mesurer et tester. Ni Nessie, ni le serpent du Congo n'ont cela. Ce serait bien si l'un ou l'autre en avait, non? En dessous, il y a les données instrumentales reproductibles, des traces sonars qui se comportent comme un organisme vivant, des preuves génétiques qui confirment la présence d'une espèce vivant dans cet environnement particulier. Et c'est là que les deux cas commencent à diverger de façon spectaculaire. Le Loch Ness a eu 100 ans d'occasion pour gravir cette échelle de preuves. Il a été exploré par des flottes équipées de sonars, étudié avec la photographie sous-marine, examiné grâce à des prélèvements d'ADN environnemental. Et à chaque fois que de meilleurs outils ont été utilisés, l'argument biologique ne s'est pas renforcé. Il s'est affaibli. Le schéma est clair. Plus l'enquête devient rigoureuse, moins les preuves semblent convaincantes et plus elles paraissent ambiguës. Cela ne signifie pas que tous ceux qui disent avoir vu le monstre du Loch Ness mentent. La plupart des témoignages étaient sans doute sincères. Cela signifie quelque chose de plus simple. Le loch est un environnement qui produit naturellement des signaux visuels ambigus, et ces signaux ont été interprétés à travers le prisme d'une légende déjà puissante. C'est ainsi que les mythes persistent, pas parce qu'ils sont prouvés, mais parce qu'ils ne sont jamais complètement résolus. Maintenant, comparez cela au cas du serpent du Congo. Ce n'est pas une légende construite autour de décennies d'observations. Ce n'est pas un endroit où les gens ont passé des générations à chercher une créature sans jamais la trouver. C'est un événement unique, documenté, une date connue, un lieu connu, des témoins nommés et une photographie analysée et jugée authentique, prise dans une situation réelle par des personnes dont l'identité peut être vérifiée et qui, d'ailleurs, n'ont jamais changé leur version des faits. Mais c'est en Afrique, au Congo, qu'un spécimen indéniablement monstrueux est apparu pour faire face à ce pilote d'hélicoptère belge, Rémi van Leerde, alors qu'il revenait d'une mission en 1959. Cela ne nous dit pas automatiquement ce qu'était la créature, et cela ne prouve certainement pas qu'une espèce de serpent géant inconnu existe aujourd'hui, mais cela établit tout de même quelque chose d'assez important. Il y avait quelque chose ce jour-là. Quelque chose d'assez grand pour être clairement visible depuis les airs, quelque chose que des observateurs expérimentés, habitués à identifier le terrain et la faune depuis les airs, ont tous décrit indépendamment comme un énorme serpent. Avec Nessie, les croyants doivent expliquer pourquoi des décennies de recherches de plus en plus sophistiquées n'ont pas permis de trouver de preuves biologiques claires. Avec la photographie du Congo, les sceptiques doivent expliquer exactement ce que ces hommes ont vu et capturé ce jour-là, d'une manière qui tienne compte du contexte, de l'expérience des témoins et de la photographie elle-même, qui encore une fois a été analysée et jugée authentique, non retouchée. Et c'est une situation très différente pour ces deux créatures supposées. Dans un cas, le mystère s'estompe à mesure qu'on regarde de plus près. Dans l'autre, il reste obstinément non résolu. Que peut-on vraiment affirmer avec certitude? Nous pouvons dire que le monstre du Loch Ness, en tant qu'animal réel vivant encore aujourd'hui dans ce lac, n'est étayé par aucun élément de preuve disponible. Après près d'un siècle d'enquête, l'affaire n'a jamais gravi suffisamment d'échelons sur l'échelle des preuves pour parvenir à une confirmation. Mais la photographie du serpent du Congo représente autre chose.
Pas une preuve d'une espèce ou d'une population cachée, mais une preuve crédible d'une véritable rencontre inexpliquée. Une rencontre qui n'a jamais été véritablement discréditée et qui, à mon avis, mérite beaucoup plus d'attention sérieuse qu'elle n'en a jamais reçue. Et cela nous ramène à l'idée centrale qui a lancé toute cette discussion. La plupart des histoires de monstres s'affaiblissent, plus on les examine, plus on enquête à leur sujet. Mais de temps en temps, on trouve un cas qui fait l'inverse. Quoique ces hommes aient photographié au Congo en 1959, ce n'était pas qu'une histoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec mon point de vue sur la légende du monstre du Loch Ness et l'histoire du serpent du Congo? J'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non. Cette vidéo a été un peu une expérience pour moi, les gars. C'est l'une des premières fois que je m'éloigne du Sasquatch, alias Bigfoot. Je l'ai déjà fait quelques autres fois, mais dernièrement, je m'intéresse à explorer d'autres cryptides. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus de ce genre de contenu. Des créatures encore plus intrigantes et mystérieuses, pour ainsi dire, au-delà du simple Bigfoot. Si vous voulez me soutenir davantage dans mes recherches en cours, pensez à vous abonner à mon Patreon. Je laisserai un lien dans la description. Pour quelques euros par mois, vous pouvez bénéficier d'un accès privilégié pour échanger avec moi et découvrir des contenus exclusifs en coulisses que je ne publie nulle part ailleurs. Mais aucune obligation. Que vous regardiez ici sans jamais vous abonner à mon Patreon ou que vous le fassiez, je suis toujours reconnaissant envers chacun d'entre vous et j'ai hâte de vous retrouver tous dans la prochaine vidéo.